Ok, donc là on va commencer un DP. Donc une patiente de 22 ans consulte son médecin traitant. Alors elle a un antécédent de maladie de base d'eau, elle a perdu 10 kilos en 2 semaines alors qu'elle vous rapporte qu'elle a un appétit plus important. Elle a un IMC à 19, elle boit beaucoup mais a aussi associé ça à la canicule actuelle. Bon là c'est pas vraiment actuel. Elle compense en faisant beaucoup pipi, surtout la nuit. Parfois ça brûle quand elle fait pipi d'ailleurs. Elle vous explique être très fatiguée. Vous lui réalisez une glycémie capillaire qui met en évidence une hyperglycémie à 4 grammes par litre. Vous réalisez également une bandelette urinaire avec une cétonurie à 3 croix. Vous suspectez un diabète. Quel est selon vous le diabète le plus probable? Je vous laisse répondre. Hop. Voilà. Donc on va répondre. Diabète de type 1, 100%, vous avez tous compris, c'est très probable. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un contexte de maladie auto-immune avec sa maladie de base d'eau. Elle est jeune, elle a un IMC qui est normal, elle a un syndrome polyuropolydipsique, elle a un syndrome cardinal avec la perte de 10 kg en 2 semaines et elle a surtout une hyperglycémie avec cétonémie. Voilà. C'est tout ce qu'on a dit ici. Donc le diabète de type 1, c'est un début rapide ou explosif, il y a un syndrome cardinal, on en a déjà parlé, et l'examen clinique par contre est très pauvre, c'est-à-dire qu'on ne va pas en tirer grand-chose. Devant la présentation clinique, quels sont les 3 éléments permettant de poser le diagnostic clinique de diabète de type 1 en plus de l'hyperglycémie? Donc syndrome polyuropolydipsique, amaigrissement, anticorps anti-GAD, anti-IA2, anti-DNT8, présence d'une cétose, l'âge de la patiente, l'association à la maladie de base d'eau et le sexe féminin. Donc là, il y a un petit piège dans cette question. C'est pas un piège, mais c'est une situation où en fait on peut poser le diagnostic si on a une triade. Donc je vous laisse répondre. « 16 personnes, il reste 10 secondes. Je peux vous rajouter un petit peu de temps. Je vous ai rajouté 30 secondes, mais comme ça, vous essayez de répondre au max parce que c'est une question très importante. Hop, 29, allez, la majorité a répondu. On va bientôt couper. C'est bon. Ok, donc vous avez répondu, pour la majorité, vous avez répondu un amaigrissement, c'est bien, 60%, une présence de cétose et l'âge de la patiente. Il y a une majorité qui a répondu à un syndrome polyuropolydipsique. Attention, là la question c'est pas quels sont les éléments vous permettant de poser le diagnostic de diabète. La question c'est quels sont les éléments permettant de poser le diagnostic de diabète de type 1. Donc un syndrome polyuropolydipsique peut très bien être présent chez le diabète de type 2 qui est très déséquilibré, qui n'a pas encore le syndrome cardinal mais qui est très déséquilibré et du coup qui boit beaucoup et qui fait beaucoup pipi. C'est une situation très fréquente. Donc ça, c'est pas un des éléments de la triade pour poser le diagnostic. En revanche, l'amaigrissement, la présence de cétose et l'âge de la patiente permettent pour poser le diagnostic. Le petit piège, c'était les anticorps anti-GAD, anti-IA2, anti-DNT8. En fait, à partir du moment où on a ces 3 éléments, les anticorps ne sont pas indispensables pour poser le diagnostic. En pratique, on les fait parce qu'on veut objectiver la maladie auto-immune, mais il faut bien comprendre que ce ne sont pas les anticorps qui sont responsables de la maladie, mais c'est juste un marqueur de la maladie, d'accord? C'est une physiopathologie qui n'est pas clairement expliquée, le diabète de type 1, mais ce n'est pas les auto-anticorps, c'est juste un marqueur de la maladie. Je ne sais pas si vous avez bien compris cette distinction. Voilà, donc le diagnostic du diabète de type 1 peut être clinique si on a une hyperglycémie qu'on a associée à cette triade un amaigrissement, une cétose et un âge inférieur à 35 ans. C'est-à-dire que si on a les 3, c'est un diagnostic clinique. Pourquoi c'est important? Parce qu'à l'OCN, ils peuvent très bien vous dire, est-ce que vous, à ce stade-là, vous posez le diagnostic? Oui, le diagnostic est posé, on n'a pas besoin des anticorps. C'est ça que je voulais vous faire comprendre.
Donc, l'histoire du diabète de type 1, il y a une vulnérabilité génétique, comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire un terrain familial avec une auto-immunité, mais les auto-anticorps, comme je vous l'ai expliqué, ce sont des marqueurs et ils n'ont pas un rôle de pathogène, c'est-à-dire que ce ne sont pas eux qui attaquent les cellules du pancréas. Il n'y a pas vraiment de cause identifiée au diabète de type 1. Il y a une chronologie où on a une prédisposition génétique petit à petit, puis on va avoir une phase préclinique où les cellules bêta vont commencer à se détruire. Après, on va avoir un diagnostic clinique où il y aura 85% des cellules bêta qui vont être détruites. Et on a une phase clinique séquelaire où on a quelques cellules qui restent, qui vont commencer à disparaître. Donc en fait, c'est très important d'avoir ces étapes parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui sont faites à cette phase-là pour essayer de limiter au mieux la décroissance et la destruction des cellules bêta. Donc d'éviter de passer au plus vite à ces phases-là. Voilà. Mais c'est pour expliquer que quand on fait le diagnostic, on est généralement dans cette situation-là et donc on a plus de... Ok, dans ce contexte, la patiente est transférée en diabétologie, vous êtes rassuré car la prise de sang ne révèle pas d'acidose. Très important, devant une hyperglycémie, on recherche l'acétose, devant une cétose, on recherche l'acidose. La patiente présente alors un diabète très probablement de type 1. Vous mettez dans un premier temps en place un schéma basal-bolus. À quel schéma correspond-il? Soit un schéma comme celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci. Allez-y. Donc ça, c'était le 1, 2, 3. Je vous laisse répondre. Hop, voilà, ça va vite. Hein. Très bien. Vous êtes bien réveillé ce matin, c'est très bien. Hop, allez, plus que 3 secondes pour les petits derniers. 1. C'est vraiment dommage, je ne sais pas pourquoi ça ne m'affiche pas le nuage de mots, ni la liste des résultats. C'est vraiment dommage. Mais bon, bref, c'est pas grave. Bon, je vais regarder dans les messages. Donc vous avez tous répondu. Hop, 3. Donc le 3, c'était celui qui correspondait à celui-là. Très bien. Donc en fait, c'est exactement ça. Donc l'idée, c'est de reproduire un petit peu la fonction du pancréas de base. Donc le pancréas, il a une activité quelle que soit la situation. C'est-à-dire que si on ne mange pas, si on est à jeun, si on est malade, si on est fatigué, il va avoir une activité de base. Donc c'est celle-là. Ça, c'est l'activité de l'insuline lente. C'est pour ça qu'on fait une dose de soir qui est censée durer toute la journée, 24 heures. Il y a certaines insulines qui durent un peu moins de temps. Il y a certaines insulines qui durent plus longtemps pour essayer de couvrir des éventuels oublis. Et ensuite, on va avoir les bolus. Donc ça, c'est pour couvrir l'activité des repas. C'est-à-dire 6 repas, bolus. Si pas de repas, pas d'insuline rapide. C'est important d'éduquer le patient comme ça. Il faut éduquer le patient en leur disant, si vous mangez, vous faites les bolus. Si vous ne mangez pas, vous ne faites pas les bolus. Il faut essayer de comprendre aussi que dans le repas, il faut qu'il y ait des glucides pour faire l'insuline rapide. Concernant l'insuline lente, il faut éduquer les patients en leur disant que c'est l'insuline de la vie. C'est-à-dire que si un médecin ne leur dit pas de l'arrêter, ils ne l'arrêtent pas. En absence d'insuline lente, ils vont faire l'acidocétose, les diabétiques de type 1. Voilà. Donc c'est ce que je vous ai expliqué avec le schéma basal-bolus. Donc, on va faire un petit point sur le traitement de l'insuline. Donc l'insuline humaine recombinante, elle est de moins en moins utilisée. Aujourd'hui, on va utiliser donc l'insuline rapide et l'insuline lente. Soit on va utiliser avec des stylos, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà vu des stylos à insuline, mais ils sont réutilisables ou jetables. Et en fait, on va mettre des unités en fonction de ce qu'on mange, en fonction de si on va faire de l'activité physique, en fonction de sa glycémie de base. Et on va s'injecter l'insuline qui va durer un certain temps. On va faire le point sur combien de temps. Soit on utilise des pompes à insuline, et ça c'est vraiment super. Donc les pompes à insuline, soit ouvertes ou fermées, c'est des pompes qui vont travailler un peu, quand elles sont fermées, elles vont travailler un peu toutes seules. C'est-à-dire qu'elles vont apprendre avec une intelligence artificielle à l'intérieur du patient, et elles vont soit faire des bolus s'il est en hyper, soit se stopper s'il est en hypo. Et elle délivre de l'insuline rapide. Les effets secondaires de l'insuline, donc c'est les hypoglycémies et les lipodystrophies. Les lipodystrophies, c'est des petites boules de gras où si le patient ne change pas régulièrement d'aiguille et qu'il s'injecte toujours au même endroit, il va les former. Et c'est très important de les dépister parce que s'il le fait, le patient, il va continuer à se réinjecter à l'intérieur. Du coup, l'insuline va rester dans la petite boule et va pas diffuser dans le corps.
Donc, un petit point sur les insulines rapides. Donc, les insulines rapides, c'est des insulines en fonction du repas. Pas de repas, pas d'insuline. Pas de glucides, pas d'insuline. Elles agissent en 10-15 minutes, c'est-à-dire que il faut bien avoir le repas dans les mains pour pouvoir faire son injection. Par exemple, si le patient il est au restaurant, il fait pas son injection et il commande pas et après il fait sa vie. Non, il fait son injection une fois qu'il a le repas parce qu'on ne sait jamais si ça met trop de temps à venir, et ben, il peut faire l'hypoglycémie du coup. Il y a un pic entre 1h30 et 2 heures, c'est pour ça qu'on prend la glycémie postprandiale à 2 heures pour pouvoir avoir l'action de l'insuline rapide. Elle dure 4 heures, c'est-à-dire le but c'est de couvrir l'essentiel du repas. Si dans les 4 heures il y a une hyper ou une hypo, c'est-à-dire que c'était cette insuline qui posait problème. Elle est également utilisée pour la correction et voilà, donc c'est l'insuline qu'on met dans les pompes. L'insuline lente, donc comme je vous l'ai expliqué, c'est l'insuline de la vie. Un patient diabétique de type 1 ne doit jamais l'arrêter, même malade, même à jeun, jamais. Elle dure 24 heures, elle couvre l'insuline de base de la journée et de la nuit. Elle se surveille sur la glycémie à jeun le matin, donc le matin ou avant un repas, vu qu'on est à jeun. Et il faut bien surveiller les lipodystrophies. Donc la patiente comprend très bien les différents types d'insuline. Elle vous explique qu'elle a lu sur internet qu'il était possible d'adapter les doses d'insuline à son mode de vie. Comment se nomme cette méthode personnalisée? Allez-y. Alors ça c'est très tombable parce que c'est super et que c'est de plus en plus utilisé. Surtout pour les diabétiques de type 1 parce que c'est des patients jeunes qui sont en âge de comprendre. Donc je vous laisse 15 secondes pour répondre. Hop. Je vous rajoute un petit peu de temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de votes. Six secondes. Hop. Alors, du coup, l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc vous avez tous dit insulinothérapie fonctionnelle, autosurveillance glycémique. Alors, il faut bien faire la distinction entre les deux. Donc la majorité des personnes ont répondu l'insulinothérapie fonctionnelle, donc c'est très bien. Donc, en gros, qu'est-ce que l'insulinothérapie fonctionnelle? C'est le fait d'adapter sa dose d'insuline à sa vie. C'est-à-dire que avant, il y avait un peu une idée où les gens ne comprenaient pas forcément ce qu'ils faisaient, et donc du coup, on leur disait, au petit déjeuner, vous ferez 3 unités, au dîner, vous ferez 10 unités, au déjeuner, vous ferez 12 unités. Bref, peu importe. Et ça, c'était quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on a une capacité, donc on a appris plein de choses, et donc les patients qui sont bien sûr en compréhension possible, on va les éduquer, et donc on va faire de l'éducation thérapeutique, énormément d'éducation thérapeutique personnalisée, donc de l'ETP, donc ça c'est très tombable aux écos. Et l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est le fait de dire, j'ai une assiette devant moi, je vais compter combien il y a de grammes de glucides dedans, et en fonction, je vais avoir un certain ratio et je vais savoir combien d'unités d'insuline je vais m'injecter en fonction de ces grammes de glucides. Donc pour ça, il y a plein d'applications. Par exemple, il y a Glucid Check, si ça vous intéresse, où vous avez des plats, vous cherchez par exemple pâtes, et vous avez un plat de pâtes en photo, et vous savez combien ça fait de grammes de glucides. Donc il y a quand même eu un certain apprentissage à faire, mais une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus pratique, donc c'est très bien. D'autres personnes m'ont dit le freestyle. Donc le freestyle contribue également à l'insulinothérapie fonctionnelle dans le sens où, comme il va y avoir une mesure continue de glucose, on va pouvoir adapter encore mieux. Mais c'est pas ça la méthode dont je parlais. Voilà. Quels sont les autres traitements non insuliniques du patient ayant un diabète de type 1? Alors là, on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'il nous reste pas mal de diapos. Donc soutien psychologique, interdiction de boire des boissons sucrées, activité physique, recours à des associations de patients et antidiabétiques oraux. Hop.
10 secondes. « 3 secondes. Alors là, vous avez tous très bien compris. Donc le soutien psychologique est indispensable, c'est une maladie chronique, c'est très dur d'avoir un diagnostic de diabète, c'est vraiment une maladie, avec une annonce de maladie. Il faut être au clair, il faut bien dire les termes, il faut bien dire que le patient a un diabète, que c'est un traitement à prendre à vie, qu'il y a des conséquences, qu'il y a des possibilités de complications, donc il faut bien tout dire, en plusieurs consultations bien sûr, mais il faut aussi proposer un soutien psychologique parce que ça change la vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on tend à dire qu'on veut que le diabète de type 1 change le moins possible la vie des gens. C'est-à-dire qu'avec l'insulinothérapie fonctionnelle, avec le freestyle, avec les pompes, on essaye de faire que les patients ont des vies moins compliquées. Mais ça reste toute une prise en charge, notamment les pompes, il faut changer les cathéters. Le freestyle, on en a un sur soi tout le temps, donc il y a un soutien psychologique qu'il faut proposer. Le patient n'est pas obligé d'accepter, bien sûr, mais il faut le proposer. Interdiction de boire des boissons sucrées, personne n'a répondu, mais je réponds quand même. Aujourd'hui, c'est bien, vous avez la nouvelle mentalité. La nouvelle mentalité, c'est qu'on n'est pas des... Il n'y a plus cette mentalité paternaliste où on interdit aux patients telle ou telle chose, on est dans le jugement, pas du tout. Le patient diabétique de type 1 a le droit de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire comme n'importe qui, il a la même alimentation. En fait, il faut être logique. Il faut qu'on lui propose une alimentation que tout le monde devrait avoir, c'est-à-dire une alimentation équilibrée, structurée. Il faut qu'il y ait une certaine alimentation. Mais il peut faire comme n'importe qui s'il apprend à adapter son diabète. L'activité physique, c'est très important. Et il faut surtout l'éduquer parce que l'activité physique peut faire des hypoglycémies ou des hyperglycémies en fonction de l'activité. Et donc, il va falloir qu'il adapte ses doses en fonction. Recours à des associations de patients, donc notamment il y a des patients experts qui sont dans les associations et qui peuvent parler de leur expérience. Et antidiabétiques oraux, donc c'est pas utilisé dans le diabète de type 1, c'est pour le diabète de type 2. Le diabète de type 1, il n'a pas de réserve en insuline, donc ça va marcher. Ok, donc autre difficulté dans cette maladie, c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne adhésion. Des fois, l'observance n'est pas super parce que les patients ont la peur des hypoglycémies notamment, donc ils vont se laisser en hyperglycémie la nuit. Il y avait un patient comme ça, il avait peur de faire des hypoglycémies la nuit parce qu'il en avait fait une sévère. Et donc, du coup, il se laissait à 2-3 grammes toutes les nuits. Donc, il mangeait et il faisait pas d'insuline. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, les hypoglycémies, ça fait peur sur le moment. Mais ce sont les hyperglycémies qui sont responsables des complications sur le long terme. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. La peur de prendre du poids. Pourquoi? Parce que l'insuline, c'est anabolisant. En fait, l'insuline, donc ça, il y a une petite discussion. On ne sait pas vraiment si. Pendant longtemps, on a dit que l'insuline faisait prendre du poids. Puis, finalement, on a dit que c'est pas l'insuline qui faisait prendre du poids, mais c'est les resucrages qui sont liés à la prise d'insuline quand on fait trop d'hypo. Et aujourd'hui, on tend à dire que quand même, l'insuline, vu que c'est anabolisant, fait prendre du poids. La non-acceptation de la maladie et le refus de contrainte, avec notamment dans l'enfance ou l'adolescence. Je vous rappelle que le diabète de type 1, c'est une maladie généralement du sujet jeune, donc ça peut être du sujet jeune, de l'enfant de 8 ans, qui n'a pas envie à l'école qu'on regarde s'il est diabétique, s'il est malade, donc il faut bien le prendre en compte. Quels sont les différents éléments présents dans l'éducation thérapeutique dans le diabète de type 1? Donc,